Oh là la communauté! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 5 pires expériences qui ont été menées sur des êtres humains, vous vous en doutez, sans leur consentement. Menée en 1971 par le psychologue Philippe Zimbardo, cette étude allait en seulement 6 jours démontrer combien le pouvoir et la soumission peuvent transformer les gens. L'expérience commence à l'université de Stanford en Californie. Philippe, chercheur passionné par la psychologie sociale, a une question en tête. Comment l'environnement d'une prison influence-t-il le comportement humain? Pour y répondre, il va recruter 24 jeunes hommes pour participer à une étude. Tous sont des étudiants sans casier judiciaire et surtout, ils sont choisis pour leur stabilité émotionnelle. Ces participants sont divisés en 2 groupes, les prisonniers et les gardes. Mais pour que l'expérience soit aussi réaliste que possible, chaque rôle leur est attribué de manière aléatoire. Pour amplifier l'expérience, le chercheur organise de véritables arrestations. Les étudiants qui joueront les prisonniers sont interpellés par de faux policiers devant leur maison, menottés et en plus emmenés au sous-sol du département de psychologie qui est transformé pour l'occasion en prison. À peine arrivés, ils subissent la même routine qu'un vrai détenu. Fouilles, déshabillage et uniforme gris marqué d'un simple numéro. Plus de nom, plus d'identité. De l'autre côté, les gardes reçoivent un uniforme kaki, des lunettes de soleil opaques pour dissimuler leurs yeux et des matraques. Bon, je vais pas vous le cacher, quand j'ai lu le mot matraque, je me suis dit que je ne voyais pas comment ça pouvait bien tourner, clairement. Zimbardo leur donne une consigne simple. Ils doivent maintenir l'ordre, mais sans recourir à la violence physique. Dès les premières heures, les gardes commencent à tester leur pouvoir. Le truc, c'est que ce qui débute comme des petites remarques ou des ordres simples se transforme vite en qui a la plus grosse, si vous voyez ce que je veux dire. Ils imposent aux prisonniers des tâches absurdes, faire des pompes à répétition, répéter leur numéro encore et encore. Bref, encore raisonnable, vous allez me dire. Sauf qu'en moins de 48 heures, les prisonniers subissent vraiment une pression psychologique intense. L'un d'eux va d'ailleurs demander à partir. Mais au lieu de voir ça comme un signe qu'il faut mettre fin à cette expérience et qu'elle tourne mal, Zimbardo et ses assistants tentent de le convaincre de rester. Ce qu'il va refuser, il va donc quitter l'étude. À mesure que les jours passent, le comportement des gardes devient de plus en plus sadique. Ils privent les prisonniers de sommeil, les forcent à nettoyer les toilettes à main nue et instaurent des punitions collectives pour le moindre écart, en tout cas ce qu'ils considèrent eux être un écart. Mais avec tout ça, les prisonniers décident de se rebeller. Ils bloquent les portes de leurs cellules avec leur lit et refusent de se plier aux ordres. Mais la réponse des gardes, elle est violente. Ils utilisent des extincteurs pour pulvériser de la mousse à travers les barreaux, forcent les détenus à se soumettre, etc. Et pour en rajouter une couche, maintenant ceux qui se plient aux règles sont récompensés et ceux qui résistent sont punis de façon encore plus cruelle. Zimbardo, au lieu d'intervenir face aux abus qu'il voit, il va observer et prendre des notes, choqué par la transformation de ses participants. C'est finalement la fiancée de Zimbardo qui mettra fin à cette spirale. Elle va lui rendre visite et va être choquée par ce qu'elle découvre et va donc décider de le confronter. Ce qui va le ramener un peu à la réalité et il va décider enfin d'arrêter l'expérience 6 jours après son début au lieu des 2 semaines prévues. Cette expérience a bouleversé le monde de la psychologie et a révélé des vérités troublantes sur l'obéissance et la déshumanisation. En gros, dans un environnement structuré pour l'autorité, même des personnes ordinaires peuvent commettre des actes inhumains. L'expérience de Stanford est devenue un exemple classique des dangers de l'autoritarisme et du pouvoir mal encadré. En 1920, John Watson, un psychologue américain, souhaite prouver qu'il est possible de conditionner une émotion humaine, en particulier la peur. Sa méthode, faire des expériences sur un bébé de 9 mois surnommé Albert. Quelle bonne idée, vous allez me dire. Au début de l'expérience, Albert est un bébé calme et curieux. Watson observe qu'il n'a peur ni des animaux, ni des objets du quotidien, ni même du bruit. Son but est donc de prouver qu'il peut implanter une peur chez cet enfant, même si celui-ci ne montre aucune crainte à l'origine. Avec sa collègue, Watson met en place une série de tests pour déclencher la peur chez le petit Albert. Il commence par lui présenter différents objets, un rat blanc, un lapin, un masque de Père Noël et même des morceaux de coton.
Albert observe ces objets sans la moindre peur, les touche, les explore, curieux comme n'importe quel autre enfant. Du coup, Watson passe à l'étape suivante. Il décide de créer une association entre l'apparition de ces objets et un bruit intense et soudain qui va être destiné à effrayer l'enfant. Chaque fois qu'Albert tend la main pour toucher l'aura blanc, Watson frappe un objet métallique juste derrière lui, ce qui va produire un son strident, effrayant et désagréable. Vous en doutez, mais ce bruit provoque une réaction de surprise et de peur chez Albert. Il sursaute, il pleure et semble terrorisé par ce son. Watson répète cette procédure encore et encore. Rapidement, le conditionnement se met en place. Albert commence à associer la vue du rat avec le son effrayant, et même sans bruit, il se met à pleurer et à s'éloigner à la seule vue du rat blanc. Mais l'effet ne s'arrête pas là. Le conditionnement est devenu si profond que la peur d'Albert s'étend désormais à tout ce qui est blanc et un peu poilu. Un lapin blanc, un chien à la fourrure claire, une simple boule de coton, etc. Chacune de ces choses suffit maintenant à déclencher chez lui une réaction de panique. Pour Watson, cette expérience est un véritable succès. Elle prouve que la peur peut être apprise et conditionnée chez l'être humain. Watson vient de démontrer l'une des bases du comportementalisme, montrant que les émotions peuvent être manipulées par des stimuli externes en gros. Mais du coup, dans tout ça, Albert il est où? Le truc, c'est qu'il a conservé cette peur bien après l'expérience de Watson. Et Watson, concrètement, comment on va dire ça? Il s'en branle, royalement. Il n'a pas du tout été le petit Albert. En 1939, au sein de l'université de l'Iowa, le psychologue Wendell Johnson et son assistante Mary Tudor mènent une expérience controversée qui restera tristement célèbre sous le nom de l'expérience monstre. Oui, vous voyez déjà qu'on parle d'un truc bien sympathique. Johnson, spécialiste du bégaiement, est obsédé par une question. Le bégaiement est-il un trouble acquis ou est-il inné? Pour y répondre, il met en place une expérience qui cherchera à induire des troubles de la parole chez des enfants en manipulant leur perception de leur propre langage. En gros, l'expérience se déroule dans un orphelinat de l'Iowa. Les sujets sont 22 enfants orphelins âgés de 5 à 15 ans. Les enfants sont divisés en deux groupes. Le premier groupe, il est composé d'enfants déjà diagnostiqués avec un léger bégaiement. Ce groupe-là, il recevra des commentaires encourageants dans l'espoir d'améliorer leur élocution. Le second groupe, quant à lui, est composé d'enfants sans trouble du langage au départ. L'idée, donc, c'est de leur faire croire qu'ils ont des difficultés d'élocution, justement. Mary passe des semaines à travailler avec les enfants du second groupe. Elle leur répète sans cesse qu'ils ont des problèmes de langage, que leur façon de parler, elle est incorrecte, elle est maladroite. Elle leur fait des remarques négatives à chaque hésitation, les corrige sans relâche et va jusqu'à les menacer de sanctions s'ils ne parviennent pas à corriger leurs soi-disant problèmes de bégaiement. Et plus elle leur fait ce genre de remarques, plus ils ont du mal à parler, jusqu'à même à un moment donné se taire, paralysés par la peur de faire une erreur et de se faire gronder. Les effets de cette méthode sont rapides et horribles malheureusement. Certains enfants qui n'avaient à la base, je le rappelle, pas de problème, développent un bégaiement sévère. Ils deviennent renfermés, refusent de parler en public et même devant leurs camarades. Wendell et Mary observent les résultats, documentant chaque changement dans le comportement des enfants, mais sans intervenir pour réparer les dommages qu'ils causent. Pour eux, l'expérience confirme que le bégaiement peut être induit, mais ils ne réalisent pas ou ne veulent pas voir les conséquences humaines derrière leur étude. D'ailleurs, à la fin de l'expérience, aucun soutien psychologique n'est proposé aux enfants. Ils sont simplement renvoyés à l'orphelinat. Il faut se dire que certains enfants garderont des séquelles psychologiques et des problèmes de parole qui les suivront jusqu'à l'âge adulte, c'est pour vous dire. En 1945, alors que la recherche scientifique est en pleine expansion après la Seconde Guerre mondiale, l'université Vanderbilt aux États-Unis lance une expérience secrète destinée à étudier les effets de la radioactivité sur le corps humain. Les sujets, 829 femmes enceintes. Sans le savoir, ces femmes vont être utilisées pour une expérience dangereuse, sous couvert d'améliorer leur santé et celle de leurs futurs enfants. Oui, je sais, je viens de faire des guillemets avec mes doigts. Les chercheurs de Vanderbilt leur administrent une solution contenant du fer radioactif, leur affirmant que cet apport en fer est bénéfique pour elles et pour leur bébé. L'objectif des scientifiques, c'est d'observer comment la radioactivité se transmet de la mère à l'enfant et comment elle se propage à travers les tissus. Les femmes prennent cette solution en toute confiance. L'équipe de Vanderbilt observe minutieusement
chaque étape de leur grossesse, notant l'évolution de leur état de santé ainsi que celui de leur bébé. Le truc, c'est que les effets de la radioactivité, ils commencent rapidement à se manifester. Certaines femmes se plaignent de douleurs, de fatigue extrême et de maux de tête sévères. Les résultats de l'expérience apparaissent également après la naissance des enfants. Plusieurs bébés présentent des malformations, des faiblesses immunitaires et dans certains cas, des cancers se développent chez les mères et leurs enfants dans les années qui suivent. Mais pour ces femmes, il faudra attendre des années pour que la vérité soit révélée. Elles vont forcément découvrir la nature réelle de cette solution de fer et vous vous en doutez, mais cette expérience, elle va entraîner du coup des poursuites judiciaires et l'université Vanderbilt est contrainte de verser des compensations financières aux victimes. C'est sûr qu'elle préfère, à mon avis, avoir de l'argent et un cancer et un enfant en mauvaise santé que l'inverse. Dans les années 1970, en pleine période d'apartheid, l'Afrique du Sud est un pays où la discrimination et la répression sont omniprésentes. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un projet secret, le projet Aversion, une tentative de guérir l'homosexualité parmi les soldats et officiers de l'armée sud-africaine. Le projet Aversion commence avec une série de dépistages internes. Les soldats soupçonnés d'homosexualité sont identifiés, souvent sur la base de simples rumeurs. Parce que oui, on le sait, les rumeurs, c'est tellement fiable. Mais sinon, il y a aussi toutes les personnes ayant des comportements perçus comme déviants. Une fois identifiés, ils sont envoyés dans des cliniques militaires sous prétexte de recevoir des traitements médicaux. Les médecins militaires, sous les ordres du gouvernement, mettent en place des méthodes brutales pour tenter de changer l'orientation sexuelle de ces hommes. Parmi ces méthodes, des séances d'électrochocs censées créer une aversion à leur attirance. Les soldats sont attachés et des décharges électriques sont appliquées en synchronisation avec des images ou des pensées supposées déclencher leur homosexualité. En parallèle, certains soldats sont soumis à des traitements hormonaux forcés. On leur administre des hormones pour rééquilibrer leur biologie dans le but de modifier leur orientation. Ces traitements provoquent des effets secondaires graves, premièrement, des changements d'humeur, la dépression et dans certains cas, des complications médicales qui ne seront jamais soignées. Mais de toute façon, pour les autorités, ces hommes ne sont que des sujets à rééduquer et à remettre sur le droit chemin. Parce que ça ne va jamais assez loin, pour les cas jugés irréparables par les médecins militaires, le projet franchit une ligne encore plus effrayante. Certains soldats sont soumis à des interventions chirurgicales forcées, comme la castration chimique ou même la chirurgie de réassignation sexuelle. Le projet Aversion restera secret pendant des années, mais finira par être révélé au grand jour, suscitant l'indignation internationale. De plus, ce projet est jugé comme étant un échec, car n'aura jamais atteint son objectif de guérison. Sans blague. Bref, voilà, c'était 5 expériences vraiment terribles qui ont existé et qui, au final, sont pas si loin de nous. C'était il y a quelques années à peine, je me rends compte, c'est une horreur. Et dites-vous que c'est 5 expériences parmi tant d'autres, parce qu'en réalité, j'en ai trouvé beaucoup plus, que je garderai, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour un deuxième épisode. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, mais pas les expériences, vous vous en doutez forcément. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront et je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.